Notre titre, c'est en effet Sciences, data et transmission. Et plus particulièrement, nous allons nous interroger sur la durabilité. Donc, on a établi quelques mots-clés qui sont vraiment, pour nous, au centre de notre questionnement. Data, humain, nature, politique, impolitique, culture. Comment faire naître l'engagement? Donc, en effet, on a mis engagement citoyen, durabilité. Notre axe est de travailler sur le consensus et l'engagement en question et de voir comment science et action peuvent dynamiser la vie de la cité. Donc, cela fait suite vraiment à la table ronde que nous avons suivie. Comment faire science en posant une représentation de l'humain dans son milieu investi de façon large, milieu naturel, social, technique et culturel. Donc, bien sûr, nous allons prendre une approche en cycle avec des dimensions réflexives. Alors, là, nous avons cité Descola, Pignoni et Latour, mais surtout, nous allons prendre acte de deux immersions terrain, une immersion macro et une immersion micro. Notre objectif, qui sera défini par Anne, va être encore plus clair pour vous, puisque nous allons travailler vraiment sur cet engagement citoyen avec la notion de concertation. Possible ou pas possible? Donc, ce qui va nous intéresser, c'est en fait, je ne sais pas si on a longtemps. Ce qui va nous intéresser, c'est les problématiques en fait des citoyens, des militants, mais on a vu tout à l'heure des élus également, et effectivement leur représentation qu'ils ont de la durabilité environnementale et voir un petit peu ce qui diffère en fait au niveau des discours et de leurs actions. On va voir effectivement sur ces deux groupes macro et micro qu'effectivement il y a souvent des engagements complètement différents et paradoxaux. Et en fait, l'idée, c'est ce qui est toujours difficile, en fait, c'est de trouver un consensus en matière de discours, trouver des valeurs et des actions communes concernant la protection de l'environnement. Donc, il y reste quand même un enjeu commun à tous ces groupes, c'est qu'effectivement, ils veulent absolument faire fléchir l'Union européenne, les autorités, les collectivités territoriales. L'idée, c'est toujours de réduire notre empreinte carbone, mais aussi de préserver les ressources, la diversité. Et on a parlé tout à l'heure de répartir correctement les biens communs, tout ce qui est de façon équitable, terre, eau, énergie, air. Voilà. Tout ça, c'est vraiment les enjeux communs qu'ont ces groupes, en tout cas. Donc, on va parler des data et de ce contexte littératique, c'est-à-dire comment faire face à toutes ces données qui ne sont pas forcément explicites pour chacun et qui sont peut-être marquées par une interprétation qui est très disciplinaire ou qui est très politique aussi. Donc, en deuxième, on va interroger ce qui pourrait faire consensus et engagement. Et ensuite, comme nous venons de le dire, nous allons faire deux immersions. La durabilité, elle questionne tout ce qui est, certes, le développement durable dans son acception large, mais elle questionne aussi des expériences de connaissances et de savoir. Donc, on se retrouve avec des big, des small et des open data. Donc, on a vu aussi dans la table ronde qu'il y avait un questionnement, une réflexion qui était apportée sur les expertises, sur les connaissances et les savoirs, les documentarisations, les transmissions et les médiatisations. Ceci nous importe. Et on se dit que c'est ceci qui sera vraiment à la base des échanges et des consensus qu'on pourra alors favoriser avec une confiance si on arrive à dynamiser des types de communautés qui peuvent avoir des interprétations complètement différenciées par rapport aux data. Donc cette confiance ne peut se créer que si une appropriation critique, ça rebondit sur ce qui a été dit précédemment, si une appropriation critique se pose entre discours communicationnel ou politique et réalité à discuter et à acter. Pour notre propos, réalité environnementale et durabilité en enjeu. Donc on a travaillé par porosité de typologie de connaissances et de savoir académique et expérientiel. C'était ça qui nous a percuté dans notre travail sur terrain, c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs typologies de connaissances académiques et des savoirs aussi qui étaient marqués par l'expérience. Ensuite, en deuxième partie, on voudrait
réfléchir sur les co-constructions possibles, méthodologiques, en forme sociale et environnementale, afin de poser des questionnements éthiques, afin, toujours, de vivifier une confiance des échanges communautaires et sociétaux. Et on s'est rendu compte, là, qu'il y avait des modalités de diffusion et de processus documentaires qui, en fait, marquaient un certain détachement des informations publiques parce que l'analyse des discours législatifs et des portails open data territoriaux montrait qu'il y avait possibilité de confusion de sens entre documents, informations et données. Donc, nous rebondissons sur les textes de Labelle et de Korff de 2012. Derrière l'exploitation des données, il y a bien des visions du monde. Nous l'avons vu précédemment aussi. Donc, il s'agirait de penser l'algorithme comme un objet politique et social produit par des acteurs et issu de commandes privées et désormais aussi publiques. Donc, ces lignes de code et de calcul ne peuvent pas être dissociées des conditions de production. C'est pour ça qu'il y a comme un encastrement dans un ensemble organisationnel. Ceci a été aussi transmis par les différentes personnes, acteurs, dans la précédente table ronde. Donc, on se retrouve avec non seulement des datas de plusieurs formats, de plusieurs formes, de plusieurs modalités en fait de savoir, mais aussi qui sont marquées par leurs conditions de production. Donc, cet ensemble organisationnel et professionnel spécifique est porté par des intentions et volontés politiques, au sens large du terme ou au sens parfois micro du terme. Thévio l'a dit en 2023. Je vais donner la parole à ma collègue qui a pu aussi exercer en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'acteur, actrice, une immersion en macro et en micro. Et ensuite, nous allons rediscuter de l'engagement, du consensus et de la concertation. Voilà, donc en fait, moi, je me suis appuyée sur 2 enquêtes. Une macro des militants qui fait référence aux États généraux de l'écologie, la grande enquête là, qui a eu lieu le 9 février et qui a été publiée pendant l'été, là, le 17 juillet. Et j'ai aussi, donc je me suis appuyée là-dessus et aussi sur un terrain micro, puisque moi-même, je suis encartée chez les Verts. Et effectivement, j'ai recensé un certain nombre de questionnaires en ligne et aussi de verbatim suite à des réunions auxquelles je prends part. Bien sûr, j'ai eu l'accord des adhérents. Hein. Ça s'est fait tout à fait en bonne intelligence. Donc, ce que je peux déjà dire à propos de la je l'ai dit. Ce que je peux déjà dire, c'est effectivement que pour les grands états généraux de l'écologie, bon, effectivement, il y a eu une grande enquête où il y a eu à peu près 300 000 contributions. Et c'est vraiment un sondage de grande nature. Ça a été fait à l'aide d'un prestataire hein, chez Europe Écologie Les Verts. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a aussi ça a été présenté aussi à la société civile, c'est-à-dire à 2 millions de bénévoles associatifs. Donc, je ne veux pas tout vous livrer parce que ça serait trop lent, mais effectivement, les principaux enseignements, c'est que les répondants souhaitent une communication pédagogique, constructive et surtout fédératrice, plutôt que des déclarations catastrophiques et d'indignation. Ils regrettent aussi qu'on ne prenne pas en compte les rapports du GIEC et aussi, effectivement, les politiques publiques et aussi tout ce qui est données scientifiques, OMS, PNUD. Voilà, ils sont vraiment... Voilà. Ce qui ressort aussi de ces répondants, c'est que ça, c'est les 5 thèmes prioritaires qu'ils ont évoqués. Donc, il faudrait se soucier de la lutte contre le réchauffement climatique, l'accès au développement des services publics, la santé environnementale, les politiques énergétiques, l'agriculture et l'alimentation, et enfin la lutte contre les inégalités solidaires et le pouvoir d'achat. Ce que j'ai pu aussi constater, c'est qu'effectivement, il y avait... peut-être avancer un petit peu... voilà, sinon c'est juste avant. Voilà, qu'en fait, ce qui est, non, juste après. Voilà. Ce qui est constaté, c'est qu'en fait, il y a des micro-actions qui sont plébiscitées, mais parfois aussi des actions d'envergure, souvent tournées vers l'associatif, et qui permettent aussi de rallier ce parti politique. En fait, l'idée, ça serait de trouver un imaginaire ou un mythe qui puisse faire grand récit et qui pourrait favoriser finalement l'esprit des acteurs
et pourquoi pas qui puissent enfin s'engager de façon durable et éco-citoyenne. Alors, on a parlé tout à l'heure des dispositifs de démocratie participative. Elle en a parlé tout à l'heure, notre élu. Effectivement, ça peut générer des compétences chez les co-citoyens, créer même des dynamiques d'empowerment et de capacitation. On le sait que à partir du moment où il y a des conditions qui sont prises en compte, finalement, la personne, elle peut carrément changer de virage et devenir très éco-responsable et éco-citoyen. Donc là, ce que cherche à faire ELV, c'est en sondant aussi sa société civile, c'est de trouver un espace institutionnalisé où on pourrait créer cette méthode participative et s'enrichir de tout ce qui est collectif et mutuel. Alors, il y aurait donc effectivement une part de société civile et des adhérents. Alors, ce que je peux dire par rapport aussi, j'avais aussi regardé un petit peu au niveau tout ce qui était structure d'âge, et j'ai pu constater qu'effectivement, on avait, je retrouve mes notes parce que je vois pas tout, hein, 26, voilà, que effectivement, on avait, on avait une grande majorité de 56 à 65 ans qui avaient répondu, qui, eux, font partie effectivement de l'avènement des personnes qui ont connu la gauche, l'avènement de M. François Mitterrand en 81, et effectivement aussi tout ce qui était radio libre, mouvement féministe, etc. On avait parmi eux aussi une génération de militants qui étaient plutôt pour les valeurs universelles, plutôt associatifs, plutôt associations de quartier, associations de médiation scientifique auprès des scolaires, Greenpeace, etc. On avait aussi une jeune génération qui eux, placent plutôt les sujets plus importants, c'est les luttes féministes et aussi tout ce qui est discrimination. Ça, ils veulent absolument que le parti s'en empare, et pas seulement, mais aussi que ça devienne celui de la démocratie des institutions. Voilà. Et ils sont aussi préoccupés par tout ce qui est malbouffe, pesticides, augmentation de la pauvreté. Ils voudraient aussi s'engager, mais ils ne savent pas comment exactement. Par contre, eux, effectivement, ils sont très tournés vers les réseaux sociaux, mais ils aimeraient s'informer pour savoir un petit peu quels sont les besoins des associations. Je vais revenir en arrière. Faut que tu le fermes, ça. On est coincé, Julien. Voilà. C'est juste avant, non? Voilà, attends encore. Encore. Voilà, c'est ça. Donc voilà, là j'en viens à la micro. Donc c'est celle, donc je fais partie effectivement du groupe des Verts sur une ville qui a à peu près 50 000 habitants. Et donc j'ai fait un certain nombre de questionnaires en ligne et d'interviews auprès de ces groupes engagés. En fait, il y a 2 groupes engagés. Il y a un groupe de sympathisants et un groupe d'adhérents. Alors on les appelle toujours la société civile parce qu'ils n'ont pas décidé, ils n'ont encore pas franchi le pas de s'engager et de s'encarter. Et du coup, je me suis servi d'un certain nombre de méthodologies, analyse de discours, analyse des cryptiques inférentielles, de différentes variables. Et aussi, je me suis intéressée, puisque je suis psychosociologue du travail, j'ai aussi regardé tout ce qui était représentation et nature, objet de l'engagement de ces militants pour préserver la planète. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y avait 4 générations, en fait. Une génération de 56 à 65 ans qui ont ce que j'appelle génération X, qui a, ce que je disais, qui a connu l'avènement de la gauche. Après, il y a une petite minorité de 36-46 ans qui, elle, est très présente dans le groupe local, mais qui maîtrise bien les codes et les usages des réseaux sociaux. Après, on a celle de 86 ans et plus qui reste quand même très active. C'est plus de 30% des répondants, et qui reste marqué par ce mouvement de libération de 68. Par contre, on a un grand absent, hein, c'est le groupe. Voilà, il y avait quand même 36 questionnaires qui sont revenus. C'est celui de la génération des jeunes, de la génération Z. Voilà. Ce que j'ai pu aussi voir, c'est que parmi les catégories socio-professionnelles, il y a surtout des gens des professions intellectuelles, hein, 60%, et par contre, il y a une petite minorité de personnes qui sont retraitées artisans, et par contre, on a aussi des professions intermédiaires et employés.
J'ai aussi, ce qui était intéressant, c'était les réponses enrichies, parce que chacun y va, donc du coup, avec les verbatims, c'était intéressant, et de voir voilà, comment ils se positionnaient dans l'action, voilà, quelles étaient un petit peu leur posture. Donc il y en a qui se considèrent comme pacifistes, il y en a qui se considèrent comme enfin, activistes, et puis d'autres qui tendent aussi vers la radicalité. Et on a parmi eux, il y a dans ce groupe 2 experts en agroécologie. Et eux, ils aident beaucoup les élus à préparer leurs actions. Et enfin, surtout, pour démarrer aussi tout ce qui est engagement et campagne municipale. Euh, alors, pourquoi ils le font? Parce que, soit parce qu'ils ont envie de s'engager dans le parti, soit c'est parce qu'il y a l'urgence climatique. Et puis souvent, il y en a qui sont passés d'un engagement associatif à un engagement politique, mais souvent, ils mettent ça de front. Ils font les deux ensemble. Alors, ce que je peux constater alors, au niveau de la durabilité, c'est un petit peu au niveau des retentissements théoriques qu'on pourrait constater, c'est que ils ont tous une vision différente pour combattre les impacts commerciaux négatifs hein, dans ce groupe. Il y en a qui ont des idéaux et qui proposent de changer de modèle économique et de quitter le système capitaliste en passant par quitter l'indicateur du PIB et passer plutôt par celui de l'indice de développement humain et même passer à un modèle de décroissance. Puis il y en a d'autres qui ont plus une posture plus rationaliste, interventionniste, type keynésienne, où ils considéraient plutôt que ce sera l'État légiféré de fixer un cadre commun et par exemple de trouver une solution pour que les importations soient taxées, toutes celles qui effectivement ne sont pas considérées comme durables. Et puis par contre, il y en a d'autres qui ont un modèle plus interventionniste, où effectivement, qui disent que chaque fois qu'il y a une commande publique, il faut qu'il y ait des critères effectivement d'acceptabilité de cette durabilité, quoi. Voilà, donc on en est à la conclusion. Alors, en effet, après cette immersion macro et micro, nous nous sommes posé des questions sur ceux qui pouvaient faire science, mais aussi sur l'impact des politiques et des cultures. Et on s'est posé des questions sur l'ambiguïté entre idéologie et religiosité. Alors, pourquoi on a employé ces termes? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse difficulté pour ces groupes engagés de trouver des consensus en matière de protection de l'environnement, comme on le sait, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que les problématiques environnementales sont des mises en communication organisationnelle. Durant la table ronde, il y a eu beaucoup de sortes d'approches critiques sur cette mise en communication. Et en effet, avec des analyses de discours qui sont faites par les sémioticiens, on s'est rendu compte, par des lectures complémentaires, que la notion d'environnement est considérée comme une valeur corporate en communication et non comme un état de fait ou comme une réalité à transformer. Donc, c'est interprété comme une valeur éthique désincarnée, idéologique, proche d'une mise en religiosité lointaine et abstraite. Donc, ces problématiques, en fait, sont normalisées en usage et en défis discursifs, mais non en réalité concrète, d'où la dispersion de sens et d'où la non-appropriation véritablement de l'objet. Et pourtant, il y a des évolutions possibles par les approches critiques avec une autre vision écologique qui sont désormais posées avec des perceptions d'arbitrage et de renoncement et de redirection des actions. Nous avons fait référence à Monin en 2023, qui parlait aussi d'un autre partage par les communs. L'importance d'envisager partage, concertation et participation en expérience et en engagement concret à partir d'un espace qui serait alors considéré comme un espace public qui permettrait, certes, de passer de la technique au corps social, c'est-à-dire de dépasser l'impact uniquement de la technique pour arriver à la co-création d'un corps social aussi avec des engagements particuliers et groupaux. Donc l'humain concerné sera l'aube d'un autre type d'humanisme qui serait empreint de durabilité sociale, qui permettrait de lutter contre l'hypertélie, l'impact de tous les liens d'hyperconnexion qui nous créent des dépendances, qui créent donc des dépendances au réseau et aux data, et qui nous permettrait
aussi de dépasser ce que Simondon a appelé déjà en 1958 l'impolitique. Nous vous remercions. Qui est peut-être un peu marginal, mais vous m'y poussez parce que dans votre résumé, vous parlez de médiatisation des sciences. Est-ce que la formation aux sciences apparaît dans vos études? Est-ce que le niveau en connaissances scientifiques, etc. Alors bon, là, je vous ai dit, j'avais fait une étude un petit peu aussi sociologique des groupes, mais c'est vrai que parmi eux, il y a effectivement deux agro-scientifiques, hein, donc voilà. Après, c'est vrai que je trouve que c'est bien aussi ce que vous dites, à savoir qu'il y ait voilà, plusieurs controverses et ce que disait la dame tout à l'heure, hein, et puis aussi plusieurs scientifiques, pas simplement l'agroécologie. C'est vrai que je pense que, et c'est ça qui peut faire avancer les choses en fait. Après, c'est vrai que ce que j'ai pu constater dans ce groupe local, il s'appuie énormément hein, sur ce que dit. C'est quand même la grande messe. Ben voilà, les états généraux, c'était quand même quelque chose. Et puis participer aussi aux universités d'été, où là, il y a tout un tas de scientifiques qui viennent et qui présentent un petit peu les avancées. Donc, je pense que c'est quand même des personnes qui sont au niveau data, ce qu'on disait, qui sont quand même très, très informées. Ça, il n'y a pas de souci. Après, la difficulté, c'est plus que la science, je dirais, dans le groupe. C'est voilà, parce que tout le monde est convaincu. Et puis, il y a quand même je dirais, le consensus, il existe dans le groupe. Là où il n'y a pas forcément de consensus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec les habitants et puis les jeunes, quoi, puisque pour faire arriver, voilà, parce qu'en fait, voilà, finalement ce groupe, même s'ils sont assez nombreux, ils restent un petit peu en autarcie, même si eux, effectivement, ils se documentent, ils sont toujours à la recherche de consensus scientifique et voilà, ils ont vraiment les mêmes enjeux, c'est ce qu'on disait, hein, lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Après, le problème, c'est comment arriver à susciter. C'est tout l'objet, c'est notre engagement. Alors, moi, les pistes, j'en ai pas spécialement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que, comme les jeunes, ils fonctionnent beaucoup avec les réseaux sociaux. Je crois que il faut continuer. Dans les différentes campagnes, on avait recruté justement des personnes qui étaient un peu experts pour pouvoir toucher les jeunes. Voilà, par rapport à toute cette montagne d'engagement. Bon, ça a pas mal fonctionné, voilà, puisque je crois que la ville en question, elle a raté les élections je crois que c'était à 140 voix près, alors que c'était une ville de 50 000 habitants. Donc, vous voyez, bon, voilà, il y avait quand même un travail qui avait été fait au niveau de la... Voilà. Mais après, je pense que c'est pas tellement... moi, je dirais que ce qui manque un peu, c'est l'élan. Parce qu'on est là ce matin, j'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'on réagisse face à cette urgence. Moi, je pense que voilà, dans ces groupes politiques, il y a plein de gens qui sont censés, hein, même si c'est ça qui est intéressant, c'est cette controverse, quoi. Après, comment arriver à faire une émulation, comment arriver à faire adhérer les jeunes, c'est compliqué. Juste, je voulais dire pour les jeunes, en plus, Facebook, hein. Non. C'est Insta, Oui, c'est TikTok, c'est ça. Même Facebook, maintenant, c'est destiné aux vieux. C'est exactement. C'est destiné à nous. Mes enfants, pour eux, je suis une vieille. C'est ça. Utilisatrice de Facebook. Oui. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans les échanges depuis hier, c'est qu'en effet, la question, M. Boutier, est vraiment intéressante, c'est que cette médiatisation par les réseaux sociaux est sensible pour les jeunes d'une certaine façon. Donc, en fait, il y a certaines datas qui sont utilisées, ça a été dit dans la table ronde, qui sont utilisées, qui sont déformées, qui ne sont pas forcément compris, donc données comprises ou incomplètes. Et du coup, ce qu'on a voulu mettre en première partie, c'est qu'il y avait une nécessité d'amener une culture littératique, c'est-à-dire une culture d'appropriation et d'apprentissage à ces données-là, pour qu'il n'y ait pas de raccourci uniquement communicationnel. Et la deuxième chose, je rebondis sur ça parce que ça m'a beaucoup intéressé, il y a des travaux de sémioticiens de toutes langues, mais aussi des francophones, qui travaillent plus particulièrement sur les discours de communication concernant l'environnement et qui précisent, comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit, que la communication, en fait, ne révélait qu'un discours corporate de l'organisation,
et donc pas du concret. Donc pas la relation, comme disaient aussi certains intervenants de la table ronde, certaines relations concrètes avec l'eau, avec la pollution de l'eau, mais aussi avec l'anthropocène, la relation qu'on a avec les animaux, etc., etc. Et je pense que ça, c'est très important d'amener un regard critique sur les datas, la communication et donc la médiatisation.